La vie était plus facile à l'époque. Cette phrase résonne comme un coup de gueule courant, presque automatique. On l'entend au dîner du dimanche, à la fin d'une journée de travail épuisante, ou au milieu d'une conversation sur la technologie, les études, les factures et les réseaux sociaux. Et elle est teintée d'une certaine mélancolie. Le désir non pas d'un moment précis mais d'une idée vague, qu'à un moment donné, quelque part, la vie était plus légère, plus naturelle, plus proche de l'essentiel. Mais est-ce vrai? La vie était-elle vraiment plus facile à l'époque? Ou sommes-nous prisonniers d'une illusion, une idéalisation du passé qui en dit plus sur notre présent que sur ce qui s'est réellement passé? C'est là que la philosophie de Spinoza prend tout son sens. Spinoza était profondément attaché à la réalité. Pour lui, comprendre ce qui est réellement est le premier pas vers toute forme de liberté. Et l'un des obstacles les plus subtils entre nous et la réalité est précisément ce sentiment trompeur que le passé était plus simple, plus facile, plus épanouissant. En termes philosophiques, il s'agit d'une forme de affect, une impression émotionnelle qui envahit l'esprit et semble vraie même lorsqu'elle ne l'est pas, une sorte de brume qui voile notre vision du monde. La nostalgie fonctionne ainsi, elle peint le passé avec les couleurs absentes de notre présent. Et remarquez bien, Spinoza ne dit jamais que les affects sont faux. Il ne dirait jamais « c'est de l'imagination ». Au contraire, pour lui, tous les affects sont réels. L'enjeu n'est pas de savoir si nous ressentons ou non, mais pourquoi nous ressentons. D'où vient cette idée que la vie était meilleure avant? Que révèle-t-elle de notre rapport actuel au monde? Il est intéressant de constater comment ce sentiment transparaît dans les plus anciens mythes de l'humanité, et pas seulement dans les conversations entre voisins ou les mèmes sur Internet. Depuis les premiers écrits, on retrouve des versions de la même histoire. La vie était autrefois pure, naturelle et harmonieuse, puis un événement, une erreur, une désobéissance, un vol, une rupture de l'ordre est survenue et à partir de ce moment, tout est devenu plus difficile. Dans le mythe de Prométhée, par exemple, les humains vivaient comme des animaux, ignorants mais en paix, jusqu'à ce que le Titan, en apportant le feu, apporte avec lui technologie, conscience et civilisation, mais aussi douleur, complexité, dilemmes moraux et inquiétude éternelle. Dans la Bible, le Jardin d'Éden symbolise cette vie primitive idéalisée, où tout était abondant, facile et paisible, jusqu'à ce qu'Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance et en soient chassés. De ce moment est né le monde tel que nous le connaissons, laborieux, ambigu et angoissant. Mais ce paradis originel a-t-il vraiment existé? Ou est-il le reflet inversé de nos angoisses actuelles? Selon Spinoza, lorsque nous sommes submergés par des passions tristes, comme l'insatisfaction, la frustration ou la peur, l'esprit cherche une cause à cette souffrance. Il doit localiser ce malaise quelque part, et souvent il la projette dans le passé. Si le présent est mauvais, c'est que le passé était meilleur. Si la vie est chaotique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un temps d'ordre. Si je ne me sens pas entier aujourd'hui, c'est parce que je l'étais autrefois, et que j'ai perdu cela. Mais il s'agit d'une forme de raisonnement affecté, non rationnel, une réponse émotionnelle à une réalité difficile, et non une observation logique du passé. C'est pourquoi Spinoza affirme que les idées que nous avons lorsque nous sommes poussés par les passions sont toujours inadéquates. Elles proviennent de l'effet, non de la cause. Nous ressentons la douleur du présent et fabriquons l'image d'un « avant » qui justifie ce sentiment. Mais cet « avant » n'est pas historique, il est symbolique. C'est un refuge émotionnel. Et ce n'est pas tout. Spinoza disait que l'esprit humain a tendance à se focaliser sur ce qui affecte directement le corps. Lorsque nous sommes dépassés, anxieux, épuisés par la complexité de la vie moderne, pleine d'engagement, de stimuli, d'exigences et de distractions, notre corps le ressent. Le rythme effréné, la pression de la performance, la consommation effrénée d'informations. Tout cela a un impact physique, presque viscéral. Et cet impact façonne les émotions de l'esprit. Il se met à fantasmer sur une vie sans tout cela, une vie sans pression, une vie plus facile. Mais cette vie plus facile n'est pas forcément plus humaine. Elle est simplement plus imaginée. Et c'est ce que Spinoza appelle la tristesse projetée en espoir. Nous transformons notre douleur actuelle en espoir de retour, de régression, de reconnexion avec quelque chose qui n'a peut-être jamais existé comme nous l'imaginions. C'est comme regretter un rêve dont on ne se souvient pas tout à fait, mais qui semble préférable à l'état de veille. Et cette idée est dangereuse car elle paralyse. Si l'on perd un passé mythique, il est impossible de le retrouver.
Si la vie était belle avant, il ne reste plus qu'à endurer le présent avec regret, ou à tenter de recréer artificiellement un passé qui n'a jamais existé. Et cela conduit à une sorte de nostalgie mélancolique, qui n'incite pas à l'action, seulement à la fuite. La nostalgie devient un anesthésique. Spinoza nous invite à échapper à cette illusion, à cesser de nous demander si la vie était plus facile autrefois et à nous demander « Qu'est-ce qui m'empêche de vivre plus léger aujourd'hui? Quels affects me touchent? Qu'est-ce que je comprends de ma propre condition? Qu'est-ce qui rend vraiment la vie lourde? Les choses elles-mêmes ou la façon dont je les perçois? » La vérité, selon Spinoza, est qu'il n'existe pas de passé idéal. Ce qui existe, c'est la capacité présente de comprendre, d'agir clairement, d'expérimenter la réalité avec plus d'intensité. Et cela ne dépend pas du temps historique, mais du degré de lucidité avec lequel nous vivons. Il dirait que le problème n'est pas que le présent soit plus difficile. Le problème est que nous ne comprenons pas ce qui nous affecte, et nous nous retrouvons ainsi pris au piège d'un réseau de causes qui nous perturbent et nous épuisent. C'est pourquoi il insiste si fortement sur l'idée que la véritable connaissance libère, car lorsque nous comprenons les véritables causes de nos souffrances, nous cessons de les attribuer aux fantômes du passé ou à des idéalisations illusoires. Nous commençons à voir clairement ce qui nous limite et ce qui nous renforce. Et à ce moment-là, la vie commence à nous paraître plus facile, non pas parce qu'elle a changé, mais parce que notre relation avec elle a évolué. Alors peut-être que la question n'a jamais été « La vie était-elle plus facile autrefois ?» mais plutôt « Est-ce que je comprends ce qui me permet de bien vivre aujourd'hui ?» C'est le tournant spinoziste, ne pas chercher le réconfort dans le passé, mais construire la clarté dans le présent, ne pas se perdre dans un désir de simplicité, mais rechercher une simplicité issue de la sagesse, et à partir de là, commencer à reconstruire sa vie, non pas comme une échappatoire, mais comme une affirmation. Et c'est précisément là qu'intervient le point suivant, car si la nostalgie du passé révèle une illusion, elle cache aussi quelque chose de très profond. Notre désir de véritable liberté, d'une vie moins bruyante, moins excessive, moins distraite. Mais comment distinguer la liberté d'un simple manque d'options? Comment savoir si nous recherchons quelque chose de plus authentique ou si nous cherchons simplement à échapper à l'angoisse? C'est de cela que nous allons parler maintenant. Beaucoup de gens éprouvent un sentiment étrange lorsqu'ils pensent au passé. L'idée qu'à cette époque, les gens étaient plus libres, moins de choix, moins de responsabilités, moins de stimuli. Et cela ressemble, pour beaucoup, à de la liberté. Mais est-ce vraiment le cas? Moins d'options signifie-t-il plus de liberté? Ou ce sentiment cache-t-il autre chose? Spinoza nous aide à dissiper cette confusion avec une précision quasi chirurgicale. Sa définition de la liberté peut paraître déconcertante à première vue, mais une fois comprise, elle transforme radicalement notre vision de la vie. Pour lui, être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut. Être libre, c'est agir de l'intérieur, en connaissant clairement les causes qui nous animent. La liberté n'est donc pas l'absence de limites, mais la présence de la compréhension. C'est agir parce que nous comprenons, et non parce que nous réagissons automatiquement à ce qui nous affecte. Et voici le nœud du problème. Souvent, ce que nous appelons « liberté » n'est rien d'autre que l'absence d'alternatives visibles. C'est une vie avec moins de chemins, moins d'options, moins de conflits. Et cela peut paraître plus léger, plus simple. Mais la légèreté sans conscience n'est pas la liberté. C'est juste une ignorance paisible, un état d'innocence, parfois de soumission, qui nous empêche de voir ce qui pourrait être différent. Spinoza n'idéaliserait jamais une vie avec moins de choix comme une vie plus libre. Pour lui, plus notre compréhension du monde est grande, plus nous sommes libres, même si cela implique d'affronter plus de complexité, plus d'ambiguïté et plus de responsabilité. La véritable liberté n'est non pas de la simplicité extérieure, mais de la lucidité intérieure. Imaginez, par exemple, une personne vivant dans un environnement complètement isolé, où il n'existe qu'un seul mode de vie, un seul type de travail, une seule façon d'interagir, un seul code moral, une seule vision du monde. Cette personne peut même se sentir calme, penser vivre en paix. Mais cette paix vient du fait qu'elle ignore l'existence d'autres possibilités. Elle n'a pas choisi cela. Elle ignore simplement le reste. Ce n'est pas la liberté, c'est un conditionnement. Et, selon Spinoza, le véritable être humain, celui qui recherche le potentiel maximal de son existence, ne peut se contenter de ce genre de vie. Car notre essence, ce qui nous constitue, est le désir de persévérer, de grandir, de comprendre.
Réduire cela au minimum, au nom d'une fausse paix, est une trahison de notre propre nature. C'est vivre moins que ce que nous pourrions vivre. D'un autre côté, certains confondent liberté et excès chaotique de possibilités. On croit que plus on a d'options, plus on est libre. Mais on se heurte alors à un autre problème. La distraction constante. Celui qui passe son temps à sauter d'un désir à l'autre, d'un stimulus à l'autre, sans jamais comprendre profondément ce qui le motive, n'est pas libre non plus, car il est influencé de l'extérieur, par la publicité, par les algorithmes, par les désirs d'autrui. Spinoza appellerait cela l'esclavage des passions. C'est lorsque nous pensons avoir le contrôle, mais qu'en réalité nous sommes poussés par des forces que nous ne comprenons pas. Et c'est une forme de servitude très sophistiquée, car elle se déguise en liberté. Nous pensons choisir, mais en réalité nous sommes choisis par quelque chose que nous ne voyons pas. Nous répondons à des impulsions, sans exercer notre volonté. C'est l'un des paradoxes les plus cruels de la vie moderne. Nous avons plus de choix que jamais. Et en même temps, nous sommes plus confus que jamais. La technologie nous a offert des possibilités infinies. Mais cet excès de possibilités, sans centre, sans clarté, devient un labyrinthe. Et dans ce labyrinthe, nous marchons, et finissons par être fatigués, épuisés par tant de promesses non tenues. Et c'est de cet épuisement que naît la nostalgie, le désir de revenir au temps d'avant le labyrinthe. Mais revenir en arrière est impossible. La seule solution est de le traverser consciemment. Et cela nous amène à un point essentiel chez Spinoza, la distinction entre potentiel et possibilité. Les possibilités ne sont que des voies théoriques, tout ce qui pourrait être. La puissance, en revanche, est ce que nous pouvons réellement faire avec clarté, cohérence et autonomie. Avoir 1000 options et ne pas savoir quoi en faire est de l'impuissance. En avoir peu, mais agir avec lucidité, c'est du pouvoir. Le problème de la vie moderne n'est donc pas sa complexité. C'est que nous manquons de compréhension claire de ce qui nous rend véritablement forts. Nous courons constamment après des options, des visions idéales de la vie, de nouveaux produits, des expériences qui promettent de combler le vide. Et nous oublions d'explorer ce qui nous soutient véritablement de l'intérieur. Nous sommes devenus des accapareurs de choix, mais dénués de sens. Et voici un exemple que Spinoza n'a pas donné, mais qui convient parfaitement. Imaginez un restaurant avec 1000 plats à la carte. À première vue, cela semble merveilleux, mais si vous avez faim et ne savez pas ce que vous voulez, cet excès se transforme en souffrance. Vous vous sentez paralysé, anxieux, et commencez à douter de votre propre faim. Imaginez maintenant l'inverse, un restaurant avec un seul plat, du riz, des haricots et des œufs. Cela semble limité, mais si vous comprenez la valeur de cette nourriture, si vous savez qu'elle nourrit, renforce et soutient, alors c'est suffisant. Et plus encore, c'est libérateur. La vie simple n'est pas celle qui offre le moins d'options, c'est celle qui est la plus silencieuse, celle qui permet de se concentrer. Et la concentration, selon Spinoza, ne vient pas de l'absence de stimuli. Elle vient de la compréhension des causes. Lorsque nous comprenons ce qui nous anime vraiment, ce qui nous nourrit vraiment, ce qui renforce véritablement notre essence, alors la vie prend un sens, et tout excès devient sans importance. La véritable liberté ne consiste donc pas à retourner au passé et à éliminer les possibilités, ni à accumuler toutes les possibilités du présent. Il s'agit de se connaître profondément, de savoir ce qui est essentiel, de savoir ce qui accroît notre pouvoir d'exister, et à partir de là, de faire des choix, rares ou nombreux, qui ne soient pas des réactions automatiques, mais des affirmations conscientes de qui nous sommes. Et cela nous prépare au point suivant, car si la liberté est liée au pouvoir, alors le progrès technique, l'évolution des outils, du langage, de la ville, de l'art, tout cela devrait nous rendre plus libres, plus puissants, plus capables de vivre pleinement. Mais alors pourquoi avons-nous l'impression que plus nous progressons, plus nous nous lassons et nous éparpillons? Qu'est-ce qui a dérapé sur cette voie vers le pouvoir? C'est précisément ce dont nous allons parler maintenant. Si, selon Spinoza, l'être humain se définit par le désir de persévérer dans son existence, par l'effort constant d'accroître sa propre puissance d'action, alors le progrès technique, scientifique, artistique et culturel devrait refléter ce mouvement vital. Tout ce que nous créons, tout ce que nous transformons, tout ce que nous découvrons devrait nous rapprocher d'une vie plus pleine, plus lucide et plus libre. Mais alors, pourquoi lorsque nous regardons autour de nous, ce progrès semble-t-il nous avoir poussés vers plus d'anxiété, plus de distraction, plus de fatigue et moins de lucidité? C'est là qu'intervient ce que l'on appelle le paradoxe du progrès.
Nous inventons des choses pour nous simplifier la vie, puis nous réalisons que nous y sommes plus attachés que libres. Nous créons des outils pour gagner du temps, et nous nous retrouvons sans temps du tout. Nous construisons une société pour mieux vivre ensemble, et nous nous retrouvons de plus en plus seuls au milieu de la foule. Le monde s'est envahi de technologies, d'informations, de vitesse, mais il est souvent vide de sens, de direction et de centre. Comment est-ce possible? Spinoza dirait que le problème ne vient pas des outils. Il ne vient ni de la technique, ni de la science, ni de l'art. Il vient de notre rapport à tout cela. Il vient du type de désir qui nous anime, car il y a des désirs qui naissent du potentiel et d'autres qui naissent du manque. Pour Spinoza, agir avec puissance signifie agir de l'intérieur, avec une clarté des causes, avec une compréhension de la réalité. C'est désirer quelque chose parce que l'on comprend que cela renforce sa vie, sa santé, sa joie, son lien au monde. C'est un désir actif et affirmatif. Les désirs nés du manque, des déficiences, de la comparaison, de la peur, de la vanité, sont des désirs passifs. Ce sont des réactions. Ce sont des échappatoires. Ce sont des formes déguisées d'impuissance. Et c'est là que le progrès technique devient souvent un piège. Car au lieu d'accroître notre potentiel, il alimente des désirs qui nous affaiblissent. Le téléphone portable, par exemple, est un outil formidable. Il nous permet de communiquer, d'apprendre, de créer et d'explorer. Mais s'il devient le centre de notre attention, si nous l'utilisons non par choix, mais par anxiété, par comparaison ou par addiction, alors il commence à diminuer notre potentiel. Même s'il est symbole de progrès, il en va de même pour presque tout dans la vie moderne. Confort, divertissement, consommation, esthétique, performance. Tous ces aspects peuvent contribuer à une vie épanouissante, mais ils peuvent aussi servir à combler un vide que nous ne percevons pas toujours. Et à ce stade, le progrès cesse d'être une expansion. Il devient une distraction. Spinoza n'a jamais idéalisé le passé. Il n'aurait jamais dit que la vie simple, naturelle et primitive était, en soi, meilleure que la vie civilisée. Pour lui, tout dans la nature est puissance en action. Une tribu de chasseurs-cueilleurs peut vivre avec plus de pouvoir qu'un banquier de Wall Street. Ou non, la question n'est pas la forme de vie, c'est le mode d'existence. C'est la mesure dans laquelle cette vie est guidée par la clarté, la compréhension, l'affirmation de sa propre essence. Et c'est précisément ce que nous perdons dans le labyrinthe du progrès moderne, la capacité de discerner ce qui renforce et ce qui affaiblit. Car le monde est devenu un supermarché de désirs. Tout semble possible, tout est vendable, tout est séduisant, mais très peu de choses sont réellement nourrissantes. Nous vivons entourés de stimuli qui promettent d'accroître notre puissance, mais qui, en pratique, nous rendent encore plus dépendants, plus fragiles, plus aliénés de nous-mêmes. C'est comme si nous avions troqué le pouvoir contre la performance, l'être contre l'apparence, l'essence contre l'apparence, la clarté contre la vitesse. Et c'est là que le paradoxe apparaît dans toute sa force. Plus nous avons de pouvoir, moins nous ressentons de contrôle. Plus nous accumulons d'outils, moins nous savons quoi en faire. Plus la liberté théorique est grande, moins l'action consciente est importante. Et ce n'est pas un défaut de la technologie. C'est un symptôme de notre relation avec elle. Spinoza disait que tout ce qui existe possède sa propre nature, une essence en quête d'accomplissement. Les êtres humains ne font pas exception. Notre essence est pensée, compréhension et action lucide. Loin de cela. Quels que soient les progrès techniques, la vie demeure une succession de réactions, de désirs sans but, d'émotions confuses. Et plus nous disposons d'outils, plus ces émotions s'amplifient. Prenons l'exemple des réseaux sociaux. Ce sont des merveilles techniques, un pont entre des milliards de personnes, une bibliothèque d'idées vivantes, une vitrine de l'expérience humaine. Mais que produisent-ils en nous? Quel est leur impact sur notre temps, notre attention, notre estime de soi? Utilisés sans clarté, sans direction, sans conscience de leur cause, ils n'augmentent pas notre pouvoir. Ils nous épuisent, ils nous comparent, ils nous distraient, ils nous fragmentent. Et voici une question spinoziste fondamentale. Pourquoi continuons-nous à utiliser des choses qui nous affaiblissent? La réponse réside dans les affects passifs. Nous les utilisons parce que nous sommes prisonniers d'une chaîne de causes que nous ne comprenons pas. Nous agissons par imitation, par habitude, par peur d'être exclus. Nous ne choisissons pas, nous réagissons simplement. Et c'est l'exact opposé de la liberté. Spinoza nous invite à inverser le mouvement, à passer de la réaction à l'action, à utiliser le progrès non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de réaliser l'essence humaine. Technologie, science, art,
Tout cela est sacré s'il est utilisé à bon escient. Tout cela accroît notre pouvoir s'il n'est pas mû par des désirs futiles ou une vanité aveugle. Et c'est peut-être pour cela qu'il n'a jamais condamné le monde civilisé. Ce qu'il condamnait, c'était l'ignorance, la fausse liberté, l'illusion du contrôle. L'illusion que plus est toujours mieux, car parfois, plus n'est pas le pouvoir, c'est le bruit. Et le bruit nous empêche d'entendre l'essentiel. En fin de compte, le progrès n'a de valeur que s'il se traduit dans la vie réelle, dans un corps présent, dans un esprit lucide, dans une affection sincère. Ça ne sert à rien d'avoir la maison la plus technologiquement avancée si votre esprit est constamment en conflit. Ça ne sert à rien d'avoir accès à toutes les réponses si vous oubliez de poser les bonnes questions. Ça ne sert à rien de conquérir le monde et de se perdre en chemin. Et cette critique n'est pas une invitation au renoncement, au repli, à la fuite de la civilisation. Spinoza ne proposerait jamais cela. Ce qu'il propose est plus ambitieux. Utiliser le progrès pour libérer l'esprit et non pour l'anesthésier. Utiliser la technologie comme une extension de la raison et non comme un substitut. Transformer le monde extérieur en s'appuyant sur un centre intérieur fort, clair et orienté. Et c'est là le changement que nous devons opérer. Ce n'est pas le monde qui doit se simplifier, mais nous qui devons prendre davantage conscience. Ce n'est qu'alors que le progrès cessera d'être un paradoxe et deviendra une véritable force. Et cette réflexion nous amène à une question encore plus profonde. Si le problème ne vient pas des outils, mais de notre relation à eux, alors qu'est-ce qui nous retient vraiment? Qu'est-ce qui nous empêche d'agir librement, de penser clairement et de vivre pleinement? La réponse de Spinoza est sans équivoque. Nous sommes esclaves de nos passions sans le savoir. Et c'est de cette nouvelle forme de servitude que nous allons maintenant discuter. Spinoza disait qu'un homme est libre lorsqu'il agit en se comprenant lui-même, et esclave lorsqu'il est dominé par ses passions, c'est-à-dire lorsqu'il réagit sans savoir pourquoi. Et cette idée, si simple à première vue, a une portée profonde et effrayante, car elle ne fait référence ni à des entraves physiques, ni à des prisons extérieures. La véritable servitude, selon lui, se produit intérieurement, et plus nous nous croyons libres, plus nous pouvons être prisonniers. Dans le monde moderne, cette prison ne se présente pas avec des chaînes ou des barreaux. Elle apparaît avec le Wi-Fi, des écrans lumineux, des routines chargées d'engagement, avec l'exigence d'être toujours à jour, toujours productif, toujours optimisé. Ce n'est pas une servitude qui nous prive de nos droits, mais qui nous vole notre temps. Elle ne nous prive pas de notre voix, mais elle nous remplit les oreilles. Elle ne nous réduit pas au silence, mais elle nous distrait. Ainsi, petit à petit, ce que nous appelions autrefois progrès se révèle être une nouvelle forme de tyrannie, une tyrannie élégante, silencieuse et volontaire. Spinoza n'aurait pu prévoir l'existence des smartphones ou des réseaux sociaux, mais il en connaissait le mécanisme. Il savait que tout ce qui suscite des désirs sans que nous le comprenions nous a servi. Quand vous désirez quelque chose simplement parce que vous avez vu quelqu'un d'autre le désirer, ou parce que tout le monde le désire, ou parce que vous ressentez un malaise diffus et indescriptible, ce désir n'est pas le vôtre. Il a été implanté, il est passif. Et vivre sous l'emprise de désirs passifs, c'est vivre enchaîné. Même si ces chaînes sont en or, avec Internet et notifications vibrantes dans votre poche, le problème n'est pas la technique elle-même. Nous l'avons déjà dit, la technique est neutre. Le problème survient lorsqu'elle devient le prolongement de nos passions les plus confuses, de nos insécurités, de notre besoin constant de validation. Lorsque la technique devient le miroir de l'anxiété humaine, elle cesse de servir et devient un diktat. Et le plus pervers, c'est que cette nouvelle servitude se déguise en liberté. On peut choisir ce qu'on veut, n'importe quand, n'importe où. On peut consommer ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, suivre qui on veut. Mais cette apparente multiplicité de choix ne garantit pas l'autonomie. Au contraire, elle nous plonge souvent dans un état d'agitation constante, d'attente perpétuelle, de comparaison sans fin. Tout est à notre portée, sauf le silence intérieur nécessaire pour savoir ce que l'on veut vraiment. Spinoza dirait que cela se produit parce que nous ne comprenons pas les causes qui nous animent. Nous agissons comme les rouages d'une machine que nous n'avons jamais conçue. L'algorithme en sait plus que nous sur nos goûts. La routine nous engloutit avant même que nous puissions y réfléchir. Et plus choquant encore, nous trouvons tout cela normal. Pire encore, nous appelons souvent cela la liberté. Mais la liberté, pour Spinoza, c'est la clarté. C'est la conscience. C'est agir par compréhension et non par impulsion. C'est être la cause de soi-même, cause suit. Et quand on observe notre utilisation actuelle de la technologie, il devient évident que, le plus souvent,
Ce n'est pas nous qui l'utilisons, mais c'est elle qui nous utilise. Elle façonne notre comportement, notre sommeil, notre attention, nos relations. Nous y sommes tellement habitués que nous ne pouvons plus nous en passer. Et tout ce qui devient indispensable à notre paix, sans que nous en ayons le contrôle, devient maître de nos vies. Et voici une observation importante. Spinoza n'aurait jamais prôné l'abandon de la technologie. Il ne croyait ni à la régression, ni à l'idéalisation du passé. Il croyait au progrès de la raison. Autrement dit, il ne s'agit pas de rejeter la civilisation, mais de s'éveiller en elle, de l'utiliser consciemment, de reprendre les rênes de son esprit. La servitude moderne n'est pas seulement un problème individuel. Elle est structurelle. Elle est enseignée, encouragée et récompensée. Nous vivons dans un monde qui récompense la hâte, l'excès, la distraction et la consommation. Un monde où s'arrêter pour réfléchir, douter ou contempler est perçu comme une faiblesse, où la fatigue est presque un trophée, où le silence est plus effrayant que le bruit. Et c'est dans ce monde que la philosophie de Spinoza devient une arme, non pas contre le système, mais contre l'engourdissement de la conscience. Il nous appelle à un mode de vie plus actif, plus lucide et plus épanouissant. Et cela commence par une question. D'où vient ce que je désire? Cette question en elle-même est révolutionnaire, car elle nous oblige à nous arrêter, à observer, à investiguer, et souvent, à découvrir que nous vivons sous l'emprise de désirs qui ne sont pas les nôtres, que nous avons été façonnés par des stimuli, des récits et des affections que nous ne comprenons pas, que nous répétons des comportements tels des automates, même sous l'apparence d'une vie moderne, sophistiquée et numérique. La servitude, en ce sens, ne consiste pas à posséder beaucoup de choses. C'est avoir besoin de tout pour se sentir entier. C'est craindre de perdre ce que l'on ne comprend même pas. C'est rechercher un soulagement derrière chaque clic, chaque notification, chaque achat. Et si cela vous paraît excessif, pensez à l'inconfort de passer 1 heure sans téléphone portable. Pensez à la panique d'être déconnecté. Pensez au vide qui remplit le silence quand on n'a rien pour nous distraire. Voilà le portrait de notre esclavage. Nous n'agissons pas, nous réagissons, et nous réagissons en permanence. Spinoza savait que l'esprit humain tend au déséquilibre lorsqu'il est dominé par des émotions tristes, peur, envie, angoisse, vanité, ressentiment. Et c'est précisément ce que le système technologique moderne amplifie. Il ne génère pas de compréhension, mais de l'engagement. Et cet engagement, pour être constant, nécessite un esprit agité, instable et émotionnellement réactif. Aucun algorithme ne fonctionne bien avec des personnes hyper conscientes. La machine a besoin de notre manque de contrôle. La véritable révolution ne consiste donc pas à éteindre son téléphone portable, mais à reconnecter son esprit. Elle ne consiste pas à rejeter la ville, le progrès ou la technologie. Elle consiste plutôt à reconquérir l'autonomie de la pensée et du désir, à rompre avec la servitude silencieuse de la normalité, à se réapproprier l'art de comprendre. Spinoza croyait que la seule véritable libération réside dans la compréhension, car ce n'est qu'en comprenant les causes de nos passions que nous pouvons transformer la manière dont elles nous affectent. Et alors seulement, nous pouvons cesser d'être esclaves du monde et devenir maîtres de nous-mêmes. Tel est pour lui le véritable sens de la liberté, ne pas vivre sans règles, mais vivre de l'intérieur, ne pas fuir le monde, mais l'habiter avec clarté, présence et puissance. Et c'est précisément à ce stade que nous commençons à entrevoir une issue. Si la technique nous emprisonne lorsqu'elle est utilisée à mauvais escient, alors la clé de la libération réside dans son utilisation consciente, dans le retour au centre, dans la reconstruction de la clarté perdue. Et c'est ce dont nous parlerons ensuite. Comment la connaissance de soi peut nous libérer de la tyrannie de l'excès? Comment la compréhension est en réalité une libération? Spinoza croyait que toute souffrance humaine naît de la confusion, de l'ignorance, de ce que nous ne comprenons pas, ni en nous-mêmes, ni chez les autres, ni dans le monde. Quand nous ignorons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, quand nous ne comprenons pas ce qui nous anime ou nous paralyse, nous finissons par vivre à la dérive. C'est dans cet état d'inconscience que naissent les fausses libertés, les désirs fragiles et les excès qui nous épuisent. Ainsi, pour lui, la seule véritable libération vient de la compréhension. Comprendre ne signifie pas accumuler des données, mémoriser des formules ou devenir plus intelligent. Comprendre pour Spinoza, c'est découvrir les causes réelles des choses. Il s'agit d'observer ce qui nous affecte, qu'il s'agisse d'un désir, d'une peur, d'une douleur, d'une joie, et de se demander d'où cela vient-il? À quoi cela sert-il?
Me rapproche-t-il de moi-même ou m'en éloigne-t-il? Cette attitude d'investigation, en apparence simple, est une révolution, car elle déplace le centre de la vie. Au lieu d'être ballotté d'un désir à l'autre, d'une information à l'autre, d'une obligation à l'autre, nous devenons capables de nous arrêter, d'observer, de comprendre. Et ce mouvement change tout. Concrètement, cela signifie apprendre à distinguer l'essentiel du bruit. Cela signifie comprendre que toute urgence n'est pas authentique, que tout désir ne mérite pas d'être satisfait, que tout inconfort ne doit pas nécessairement être résolu par la consommation, la distraction ou une accélération du rythme. Cela signifie, en fin de compte, se réapproprier le pouvoir de choisir en fonction de la raison et non du besoin. Et remarquez bien, lorsque Spinoza parle de raison, il ne parle pas de froideur, de calcul ou d'indifférence. Pour lui, la raison est liée à la joie, à l'expansion de la vie, à la puissance accrue de l'existence. Agir en fonction de la raison, c'est agir en fonction de ce qui nous rend véritablement forts. Et c'est une joie qui ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni des louanges, ni des sympathies, ni de l'approbation. C'est une joie active, une affirmation de soi. Et maintenant, que se passe-t-il quand on ne comprend pas? La vie devient une course sans fin. On avance sans cesse, mais sans but. On travaille, on consomme, on publie, on réagit, on cherche. Mais on n'arrive jamais, car on ne sait jamais exactement ce qu'on cherche. Et quand on ne sait pas ce qu'on cherche, tous les chemins sont bons, même ceux qui mènent à l'épuisement, à la frustration et à la futilité. La futilité, en fait, est une conséquence directe de l'ignorance de soi. C'est le vide comblé par n'importe quoi. C'est le désir de paraître vivant, intéressant, apaisé, sans que cela vienne d'une connexion réelle avec notre propre essence. Et plus nous cherchons à nous remplir d'apparence, plus nous nous éloignons de qui nous sommes vraiment. Spinoza propose la voie inverse. Il dit « Tournez-vous vers l'intérieur, comprenez vos causes, observez vos affects, non pas pour les contrôler par la force ni pour les annuler, mais pour voir clairement ce qui se passe, car c'est seulement alors que vous pouvez agir, et non pas simplement réagir. C'est seulement alors que vous pouvez choisir, et non pas simplement obéir à une chaîne de stimuli invisibles. C'est pourquoi, pour lui, la véritable connaissance est toujours libératrice, parce qu'elle brise la passivité, elle libère l'être humain de sa condition de victime et le place comme acteur. La connaissance, la véritable connaissance, celle qui naît de l'expérience lucide, ne nous sépare pas de la vie. Au contraire, elle nous reconnecte à elle. Et ici, il convient de rappeler que cette liberté de compréhension ne signifie ni l'absence de douleur, ni une vie parfaite. Spinoza n'a jamais promis cela. La vie continue d'apporter pertes, conflits et imprévus. Mais la différence, c'est que lorsque nous comprenons ce qui nous affecte, la douleur ne nous paralyse pas, la peur ne nous domine pas, le conflit ne nous détruit pas, parce que nous comprenons d'où tout cela vient et que nous savons comment le gérer. C'est comme naviguer en pleine mer. Quand on comprend les vents, les marées, le fonctionnement du bateau, on affronte toujours les tempêtes, mais elles ne nous détruisent pas. On navigue, on apprend et on avance. Ceux qui ne comprennent rien, aussi modernes soient-ils, peuvent couler au premier coup de vent. Comprendre n'élimine pas les problèmes, mais on s'y prépare. C'est pourquoi Spinoza disait que l'esprit humain fait partie intégrante de la nature. Lorsque nous comprenons les lois de la nature, y compris notre propre nature intérieure, nous cessons d'être des étrangers au monde. Nous cessons de nous sentir à part. Nous commençons à vivre avec plus d'harmonie, plus de réalisme et plus de connexion. Et cela, paradoxalement, nous redonne quelque chose de très similaire à la vie simple, que tant de gens idéalisent, mais cette fois, non par ignorance mais par sagesse. Car la véritable concentration ne vient pas de la diminution des stimuli, elle vient de la connaissance de ce qui mérite vraiment votre attention. La vraie simplicité ne réside pas dans l'absence de complexité, mais dans la clarté face à elle. C'est savoir ce que l'on peut ignorer sans culpabilité, c'est pouvoir dire non sans crainte de passer à côté. C'est choisir ce qui nous renforce et laisser le reste de côté. C'est la simplicité spinoziste, une vie en harmonie avec sa propre essence. Une vie qui n'a besoin ni d'applaudissements ni de validation constante, car elle se sent déjà entière. Une vie qui ne vacille pas à chaque nouvelle tendance, car elle a un centre solide. Une vie qui n'a rien à prouver à personne, car elle sait ce qu'elle est. Et tout cela n'est possible que lorsque l'esprit est libre. Et l'esprit n'est libre que lorsqu'il comprend. La question la plus importante n'est donc pas « que dois-je faire de ma vie ?» mais plutôt « que comprends-je vraiment de moi-même ?» De mes sentiments,
de ce qui me touche et me paralyse, car c'est à partir de cette compréhension que toute action prend sens. Sans elle, même les plus grands progrès deviennent du bruit. Avec elle, même les petits gestes gagnent en profondeur. Et c'est là que la philosophie de Spinoza touche à quelque chose de très contemporain, de très intime, et en même temps, de très révolutionnaire. Car il ne veut pas nous emmener hors du monde, ni vers une perfection inaccessible. Il souhaite simplement et profondément nous ramener à nous-mêmes, au centre qui pense, ressent, agit, et peut choisir clairement ce que nous voulons faire de tout ce que la vie moderne nous impose. Et cela nous prépare à l'étape suivante. Car si la compréhension est le premier pas vers la libération, alors comment vivre une vie à la fois simple et puissante? Non pas une vie sans choix, mais une vie concentrée, centrée et lucide? À quoi ressemblerait une vie où la simplicité ne serait pas un manque, mais une expression de l'essence? C'est ce que nous allons explorer maintenant. Quand quelqu'un dit qu'il aimerait avoir une vie plus simple, que dit-il vraiment? À première vue, la simplicité semble liée à l'absence. Moins de choses, moins d'obligations, moins de bruit, moins de monde, moins d'Internet. Et bien sûr, il y a une part de vérité. La vie moderne peut être bruyante, étouffante, pleine de choses à faire, de notifications et d'exigences absurdes. Le désir de simplifier est souvent un appel à l'aide, une lassitude de porter tant de choses dont on ne sait plus pourquoi. Mais que dirait Spinoza de cette simplicité? Lui qui n'a jamais prôné le repli sur soi, l'isolement ou l'évasion. Lui qui a vécu parmi les marchands, les artisans et même au cœur des tensions politiques et religieuses de son époque. Sa réponse ne viendrait pas par la voie du renoncement. Elle ne serait pas une invitation au détachement radical, comme le faisaient les cyniques ou les stoïciens les plus extrêmes. La réponse de Spinoza viendrait par l'essence. Pour Spinoza, la véritable simplicité ne réside pas dans l'absence de stimuli, mais dans la présence de l'essence. C'est lorsque la vie que l'on mène correspond à ce que l'on est. C'est lorsque les désirs qui nous animent naissent de l'intérieur, de ce qui nous fortifie, nous apporte de la joie, nous fait grandir, et non de la comparaison, de l'insécurité, de la mode ou des attentes d'autrui. C'est là qu'intervient la différence fondamentale entre deux idées apparemment similaires, mais pourtant opposées, l'absence et l'essence. L'absence n'est que vide, c'est tout couper, effacer le monde, fuir l'excès, mais sans savoir exactement où aller. C'est le silence qui effraie car il révèle un vide intérieur. L'essence, quant à elle, est ce qui subsiste après la dissolution de tout excès. C'est ce qui subsiste quand on cesse de vivre pour plaire, de courir pour réussir, de se distraire pour oublier. L'essence est une structure, c'est racine. La simplicité née de l'essence ne se résume pas à un nombre minimal d'objets, ni à un nombre cible d'heures hors ligne. C'est un mode de vie centré sur l'essentiel. Une vie qui n'a pas besoin d'être vidée, mais qui a besoin d'être accordée comme on accorde un instrument. On se débarrasse de ce qui est désaccordé, non pas par désir de silence, mais par désir de la mélodie juste. Et cette harmonisation commence par une écoute attentive de soi-même, non pas du moi, superficiel, façonné par les pressions du monde, mais de ce que Spinoza appellerait nature propre. La singularité unique que chaque personne porte en elle. Selon lui, chaque chose s'efforce de persévérer dans son être. Autrement dit, tout ce qui vit cherche à être ce qu'il est, et cela vous inclut. Mais au milieu du tumulte de la vie moderne, nous nous perdons. Nous commençons à vouloir ce que les autres veulent, à vouloir ce que nous devrions, vouloir à vivre selon un idéal extérieur. Et alors, notre être se déforme. Nous gaspillons notre énergie à essayer de nous intégrer, à réussir, à sauver les apparences. Résultat, fatigue, désalignement, frustration. La simplicité spinoziste est le chemin du retour à l'harmonie. C'est lorsque l'on réalise que bien vivre ne consiste pas à avoir plus ou moins, mais à être entier. Il s'agit de sentir que ce que l'on fait, les relations que l'on cultive, la façon dont on travaille et dont on se repose, tout cela est en harmonie avec son centre. C'est en accord avec sa nature. Et le plus curieux, cette simplicité peut exister n'importe où. Vous pouvez être au cœur d'une grande ville, entouré de technologies, submergé par 1 million de stimuli, et pourtant vivre simplement, parce que votre esprit est clair, votre corps est en phase avec vos véritables désirs. Vos choix ne sont ni dictés par des impulsions, ni guidés par des besoins. Vous êtes pleinement en vous-même. Voilà la véritable légèreté. Et elle ne dépend pas du contexte. Elle ne nécessite pas de tout laisser tomber pour aller vivre dans les bois. Spinoza ne prônerait jamais ce genre d'évasion. Ce qu'il propose,
C'est une transformation de la qualité de la présence et non de la quantité des stimuli. C'est une simplicité de l'intérieur. Et le plus puissant, c'est que, lorsque cette simplicité s'impose, nous commençons à voir le monde différemment. Les choses qui nous semblaient urgentes perdent de leur importance. Les désirs qui nous agitaient autrefois perdent de leur force. Le temps ralentit. L'attention s'approfondit. Les conversations s'enrichissent. Le travail prend plus de sens. Le quotidien gagne en dignité. Même la douleur ne nous paraît plus menaçante, car nous savons désormais d'où elle vient et comment en faire face. Cette simplicité est liée à la maturité, à la capacité de maintenir son propre chemin, sans s'en écarter à chaque nouvelle distraction. Au courage de dire « je n'ai pas besoin de ça », et non pas par auto-sabotage, mais par une expression de connaissance de soi. C'est à ce moment-là que nous cessons de lutter contre le monde et commençons à construire une vie qui a du sens, qui a du rythme et qui a une direction. Et attention, cette simplicité n'est pas parfaite. Elle n'élimine pas les conflits, ni ne nous libère des responsabilités, mais elle nous offre un espace de respiration. Elle nous redonne de la concentration, elle nous réconcilie avec le temps, et surtout elle redonne du sens au progrès. Car désormais, tout ce que nous apprenons, accomplissons et construisons contribue à enrichir notre vie. Non pas pour remplacer ni pour compenser, mais pour la pérenniser. La technique, à ce stade, cesse d'être un tyran et redevient un outil. La connaissance cesse d'être une performance et redevient une sagesse. Le travail cesse d'être une souffrance vaine et redevient une expression de pouvoir. Et la société elle-même, petit à petit, commence à apparaître moins comme un champ de compétition et davantage comme un espace de collaboration, car on ne vit plus de comparaison. Voilà la révolution silencieuse que propose la simplicité spinoziste. Une révolution sans bruit, sans coup de poing sur la table, sans discours incendiaires. Une révolution qui commence par la façon dont vous organisez votre attention. Comment vous prenez soin de votre corps. Comment vous réagissez à ce qui vous affecte. Comment vous décidez de ce qui entre et sort de votre vie. C'est une vie pure mais pas vide. Légère mais pas superficielle. Concentrée mais pas rigide. Et surtout, profondément vivante. Vivez véritablement, avec présence, avec corps et âme. Et c'est peut-être la réponse la plus mature à cette question qui hante tant de gens. La vie était-elle plus facile à l'époque? La question n'est peut-être pas de savoir si elle était plus facile, mais si elle était plus authentique. Et la véritable authenticité ne réside pas dans l'époque où l'on vit. Elle réside dans la façon dont on vit. Et c'est précisément pourquoi Spinoza ne nous renvoie pas au passé. Il nous renvoie à nous-mêmes. Il nous invite à cesser de fuir, à commencer enfin à vivre. Et c'est ce qui nous amène au point final de ce voyage. La nostalgie ne concerne pas seulement le monde passé, mais nous-mêmes. Et peut-être la réponse ne réside-t-elle pas dans le choix entre le nouveau et l'ancien, entre la nature et la technologie, entre l'émotion et la raison. Peut-être réside-t-elle dans l'intégration de tout cela dans un mode de vie qui reconnaît la contradiction, tout en avançant avec constance. C'est de cela que nous allons parler maintenant. Au fil de ce voyage, il devient de plus en plus évident que la question « la vie était-elle plus facile à l'époque ?» ne concerne peut-être pas du tout le passé. Peut-être est-ce en réalité le reflet déformé d'un désir plus profond, un désir de reconnexion, un désir de retour, non pas à une époque précise mais à un état perdu, un état de présence, de clarté, de concentration, de plénitude. Et c'est là que la philosophie de Spinoza brille comme un phare, car elle nous montre que ce que nous recherchons véritablement, lorsque nous aspirons à une vie plus simple, ce n'est pas le paysage mais le sentiment. Non pas un monde sans Internet, sans voiture, sans hâte, mais l'état intérieur de quelqu'un qui ne se sentait pas divisé, de quelqu'un qui n'avait pas besoin de se cacher, de se distraire ou de faire ses preuves. La véritable nostalgie, par conséquent, est celle de nous-mêmes, de la version de nous-mêmes qui vivait moins fragmentée, moins envahie, moins guidée par des impulsions automatiques. Spinoza savait que l'esprit humain, lorsqu'il ne comprend pas ce qui l'affecte, s'égare. Et lorsqu'il s'égare, il invente des récits. L'un des plus courants est celui du paradis perdu, une époque où tout était plus calme, plus léger, plus réel. Mais ce paradis, presque toujours, n'existait pas en dehors de nous. Il existait en nous. Il existait à une époque où nous étions plus en phase avec qui nous sommes, plus conscients de nos limites, plus capables de désirer de tout notre cœur. Et c'est ce que nous essayons de retrouver même sans le savoir. Sauf qu'il y a là un piège, car en cherchant cet état perdu dans le passé, nous nous condamnons à l'impuissance. Le passé est inaccessible. Il ne revient pas. Il ne se répète pas.
Et plus nous idéalisons, plus il devient difficile d'affronter le présent. Spinoza nous invite à faire le contraire. Cesser de projeter le centre de la vie vers l'extérieur et le redécouvrir à l'intérieur, dans le présent, dans le corps qui ressent, dans la pensée qui comprend, dans l'action qui naît de la lucidité et non du besoin, et c'est peut-être pour cela que la vie moderne semble si difficile. Elle est pleine d'invitations à sortir de soi. Promises, distractions, urgences, stimuli, tout cela nous dit « Viens ici, voyez ceci, sachetez cela ». Répondez maintenant. Et au milieu de ce bombardement, nous nous perdons. Nous nous éloignons de nous-mêmes. Et puis vient le désir d'une époque plus facile. Mais au fond, ce que nous disons, c'est « Je m'ennuie de moi, de mon calme, de mon silence, de ma clarté ». Spinoza nous enseigne que l'être humain ne trouve pas la liberté en fuyant la réalité, mais en la comprenant. La vie facile que nous recherchons n'a peut-être jamais existé extérieurement, mais elle peut bel et bien exister en tant qu'expérience intérieure, si nous apprenons à vivre avec attention, cohérence et présence. Si nous cessons de courir après une vie idéale et commençons petit à petit à construire une vie réelle, une vie où les choix naissent de l'essence et non de la précipitation, où la simplicité est un état d'esprit et non un objectif de consommation, où le progrès se mesure non à la vitesse mais à la profondeur. Bien sûr, ce n'est pas simple, ni rapide, ni garanti, car la condition humaine est, par nature, paradoxale. Et c'est peut-être la plus grande leçon des mythes, des récits anciens, des philosophies anciennes et aussi de Spinoza. Il n'existe pas de voie unique, directe et claire. Le chemin est tendu, contradictoire, vivant, parfois éclairé, parfois déroutant, et il nous incombe non pas d'y échapper, mais d'apprendre à l'emprunter. C'est peut-être pour cette raison que tant de mythes, de Prométhée à Adam et Ève, se terminent par l'expulsion du paradis, la perte de l'innocence, la chute de l'état naturel. C'est comme s'il disait « La condition civilisée est inévitable. La souffrance du progrès, le coût du savoir, le poids de la technologie, tout cela fait partie de notre chemin. » Mais Spinoza ajoute à cela « Même dans ce monde moderne complexe et chaotique, il est possible de vivre en liberté. Avec pouvoir, avec clarté, nul besoin de retourner au passé, ni de fuir dans la nature, ni de renier la technique. Ce qu'il faut, c'est redécouvrir un centre intérieur qui ne se vend pas, ne se compare pas, ne distrait pas. Un centre qui soutient, qui comprend, qui perdure. Et peut-être qu'au fond, la réponse ultime à la question « La vie était-elle plus facile autrefois ?» n'est ni oui ni non. Mais oui, la vie était différente, et le sera toujours. Mais la plus grande difficulté n'est pas l'époque dans laquelle nous vivons, mais la façon dont nous la percevons. Le passé était différent. Le monde change. La technologie progresse. Les villes s'agrandissent. Mais la question essentielle demeure. Vivez-vous en vous-même ou réagissez-vous simplement à ce que le monde impose? C'est la question qui ouvre toutes les autres. Et peut-être désormais, au lieu de regarder en arrière avec nostalgie, pourrions-nous nous tourner vers l'intérieur avec attention? Et qui sait, peut-être même pour la première fois commencer à vivre véritablement. Mais ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. Car si la nostalgie est pour nous-mêmes, l'étape suivante inévitable est de se demander « Qui est ce nous-mêmes? Que sommes-nous vraiment? Qu'est-ce qui nous définit? Ce qui nous limite et ce qui nous libère ?» Et c'est là que la philosophie de Spinoza revient en force. Non plus pour réfléchir au progrès ou à la technologie, mais pour explorer la nature humaine elle-même. Après tout, que signifie être humain à une époque où tout est automatisé, accéléré et optimisé? C'est précisément ce que nous pourrons explorer ensemble dans la prochaine vidéo.